Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, il m'est très agréable de remercier tant l'Académie des sciences de Turin que la Fondation San Paolo pour cet accueil. Également, j'y joindrai volontiers Silvia Einaudi, qui renouvelle ainsi ces liens fort lointains, je dirais même millénaires, qui unissent les deux cités de Genève et de Turin à travers des aléas d'amitié ou d'inimitié qui ont pu lier ces deux cités selon les caprices de la Maison de Savoie. J'en viens maintenant à notre sujet. Dans mon titre, le terme « ami » aurait peut-être mérité d'être lui aussi entre guillemets, puisque je ne pense pas que Riffaut puisse être qualifié d'ami du consul. En revanche, Fleuret est mentionné à plusieurs reprises dans la correspondance adressée à Drovetti, où Balbis notamment écrit le 7 juin 1825 son enchantement d'avoir fait, je cite, « la connaissance personnelle de M. Fleuret, brave et digne ami ». Cet homme nous est connu comme le donateur, en 1824, de la momie et du cercueil de la dame Thiesmuth-Pert, premier objet d'importance à avoir rejoint les collections publiques genevoises. J'ai déjà eu l'occasion de relater par ailleurs la carrière de ce grand voyageur et je me contenterai présentement de résumer les quelques informations que j'ai pu réunir à ce jour. Pierre-Jean Fleuret est ainsi mentionné dans le recensement de 1798 qui précise qu'âgé de 28 ans, il est au service de la République. En effet, à cette époque, Genève était rattachée à la France à la suite de l'invasion des armées du général Brune. Il est issu d'une famille d'artisans actifs dans l'horlogerie et reçu, sans aucun doute dans le cadre familial et la tradition de l'artisanat genevois, une éducation soignée dont le meilleur représentant n'est autre que Jean-Jacques Rousseau. Sa famille doit avoir conservé des attaches profondes avec la France puisque son frère aîné sera capitaine de la garde impériale et que lui-même résidera longuement à Marseille. Nous le retrouvons en mars 1823 grâce à une lettre qu'il adresse au richissime banquier Jean-Gabriel Hénard. Fleuret rentre d'Égypte et de Palestine et est alors ruiné. Il se présente au philanthrope et résume rapidement sa vie, sa passion pour les sciences naturelles plus que pour son état de négociant, ses 25 ans de voyage entre l'Europe, les Amériques et l'Égypte et les excellents contacts qu'il a conservés dans ces régions. Sa requête est double. Obtenir d'Hénard une pension et un logement modeste qui lui laisserait le temps d'écrire ses mémoires et proposer au mécène potentiel de lui constituer une collection d'histoire naturelle. Son argumentaire est bien construit puisqu'il se réfère aux spécimens qu'elle a rapportés, notamment un serpent à sonnette vivant qu'il a offert à l'impératrice Joséphine, des collections naturelles qui ont été achetées par le maire de Lyon, dans la mesure où Fleuret flatte ainsi les origines lyonnaises du banquier. Il se dit également victime de Mehmet Ali, vassal des Turcs, contre lequel lutte politiquement Hénard, qui soutient la création d'un État hellénique. Nous ne savons pas si Fleuret reçut une réponse, ni quelle était la nature de son commerce. Espérons qu'il ait été honnête. J'ai découvert hier soir qu'il avait vendu quelques fusils quand même à l'Égypte. Peu de temps après, il retourne en Égypte où Drovetti lui a obtenu du pacha un dédommagement. En janvier 1822 déjà, on avait noté dans les procès-verbaux du musée académique l'arrivée au bureau des diligences d'une caisse contenant des antiquités égyptiennes dont les responsables du musée entreprirent aussitôt le déballage et un inventaire succinct, recommencé à plusieurs reprises et jamais achevé, mais dont le titre d'un de ces documents, malheureusement non daté, nous est clair, « Antiquité égyptienne appartenant à M. Fleuret placée dans le premier buffet ». Ce sont donc plusieurs centaines d'artefacts. En 1824, une lettre adressée par Fleuret signale son intention de faire don à sa ville natale d'une momie à 3 caisses qu'il rapporte de la Thébaïde et d'un grand crocodile empaillé. À peine arrivée, la momie est démaillotée en présence des donateurs et les opérations sont dûment consignées dans un procès-verbal qui doit être l'un des premiers du genre.
Le crocodile qui intéresse davantage encore les commissaires du jeune musée ne leur parviendra jamais, car il a, je cite, pourri en route. Il n'y a aucun doute que les illustres savants qui assistèrent à l'autopsie de la momie, tous éminents spécialistes de l'école genevoise de sciences naturelles et plus habitués à utiliser des livres qu'à manipuler des chiffons, profitèrent de la présence de Fleuret pour s'enquérir de la faune, de la flore ou des richesses géologiques de l'Égypte. Preuve en est leur désir de remplacer le grand crocodile promis par des spécimens même plus petits des 4 espèces de crocodiles vivants en Égypte, renseignement qu'ils devaient incontestablement obtenir du voyageur, ou leur désir de se procurer une autruche naturalisée. En quête de l'oiseau, Fleuret s'adresse au fournisseur le plus compétent, ideste le consul Drovédy, et un premier volatile parviendra au lazaret de Marseille, où il mourra, ce qui entraînera l'arrivée ou l'envoi d'une seconde autruche qui arrivera, elle, saine et sauve, à Genève. En bon commerçant, Drovédy propose à Fleuret de prélever parmi les antiquités qu'il a fait entreposer à Marseille une douzaine d'objets qu'il offre en 1825 au musée. Ce don suscite une émulation sans précédent et tous les mécènes qui soutiennent la jeune institution se précipitent pour, à leur tour, offrir des témoignages pharaoniques, objets qu'ils acquièrent le plus naturellement du monde à partir de la collection Fleuret déposée à Genève. En juillet 1825, on comptera 133 items et l'archéologie égyptienne dépassait alors en nombre et en qualité les autres collections archéologiques. C'était oublier que Drovédy avait le sens des affaires et qu'une facture relative à la livraison des autruches était pendante. Parvenue en 1826, cette facture est à ce point abyssale qu'elle manqua à mettre en faillite le jeune musée, qui dut se résoudre à revendre la deuxième autruche et à appeler au secours divers mécènes supplémentaires. La conséquence ne se fit pas attendre, la vogue d'acquisition d'objets pharaoniques tarit aussitôt, et la visite de Champollion, qui dressa le premier catalogue scientifique de la collection, passa totalement inaperçue. Quelques mois plus tard, on apprenait au détour d'une phrase que Fleuret souhaitait rompre ses relations avec le musée. On connaît Jean-Jacques Riffaut par sa signature, qu'il ne manqua d'apposer, comme on vient de le voir à plusieurs reprises, sur plusieurs statues conservées à Turin, par son tableau de l'Égypte, de la Nubie, des lieux circonvoisins ou itinéraires à l'usage des voyageurs qui visitent ces contrées, par son rapport sur les fouilles qu'il entreprit à Medinet el-Fares, dont la description apparemment précise contredit souvent les approximations et les maladresses que chacun relèvera dans son grand ouvrage « Voyage en Égypte et en Nubie et lieux circonvoisins, entrepris à 2 reprises et resté inachevé. » Né à Marseille en 1786, il entama, comme tout artisan, son tour de France, avant d'être attrapé par la conscription qui le mènera en Espagne, d'où, prisonnier ou déserteur, c'est selon, libéré sur l'honneur, il repartira pour les Baléares, puis le Levant, avant de s'établir en Égypte, où il sera l'un des conducteurs de travaux de fouilles menés sous le couvert diplomatique du consul Drovédy. Rentré en France en 1826, il parcourt l'Europe à la recherche de protection et surtout de financement pour éditer sa description de l'Égypte. Et cela l'amènera à travers l'Italie, la France, l'Allemagne, la Russie, la Hollande, la Belgique et la Suisse. Et il décédera à Genève en 1852. Resté sans héritier, ses biens sont mis à l'encan, et c'est ainsi, après plusieurs péripéties que je vous épargne, que textes et dessins sont désormais conservés au département des manuscrits de la Bibliothèque de Genève. Jean Yoyotte, l'un des meilleurs connaisseurs de cet aventurier et de ses archives, écrit des mots extrêmement durs à son propos. Je cite « Homme de terrain, inculte mais actif, pauvre mais intrépide. » Un peu plus loin, « Misérable qui raconte confusément ses exploits et les souffrances tout en remâchant indéfiniment ses rancunes. » Je poursuis. « Dessin laid et maladroit, fantaisiste, pénible à voir. » Le tout est couronné par l'expression « fiefé menteur. »
Tout ceci d'ailleurs en s'appuyant sur un dessin de Riffaut qui, confronté à un autre levé beaucoup plus soigné de Pascal Coste, permettait justement à Jean Yoyote de retrouver l'origine de deux naos d'Amasis découverts à Menoufié, dont M. Mainteneroux nous a montré d'ailleurs la photo tout à l'heure. Et j'avoue que pendant très longtemps, j'ai personnellement partagé l'opinion assez négative de Jean Yoyote à propos de Riffaut. Il est vrai qu'à ce moment-là, ce savant se basait sur les dessins, qu'ils soient publiés ou inédits, ainsi que sur 3 gros volumes de textes autographes, environ 722 feuillets recto-verso, sorte de mémoire laissée par cet aventurier et texte relativement tardivement rédigé, puisqu'on y trouve une date qui est celle de 1842, correspondant au séjour à Venise de Riffaut. Et ce texte démontre qu'effectivement, Riffaut était quasi-illettré. Voici le début de ces mémoires que je vais vous donner avec la, on va dire, transposition du texte. J'espère qu'elle est un peu lisible et j'essaie de vous le traduire. Je naquis à Marseille le 29 novembre 1786, d'une famille plus recommandable encore par l'honnêteté des mœurs que par l'élévation du rang. J'étais très jeune lorsque l'anarchie, corrompant les fruits de notre révolution, inondait la patrie de sang et de larmes. De là une éducation négligée que je réparai plus tard par la suite, à force d'intelligence, de travail, dont on peut en trouver la preuve, car la Révolution ayant porté un coup à ma famille, je fus confié aux soins de M. Chaban, alors curé de Saint-Jérôme, quartier d'où nous étions retirés à la campagne pour y passer les années de la terreur, etc., etc., etc. Nonobstant ces 3 volumes peu narratifs, attendez, voilà, et surtout constitués de copies de lettres, on va dire réelles ou fictives, permettent de dresser un portrait sans aucun doute incomplet du personnage. En Égypte même, il est au service, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de Drovetti, qu'il qualifie parfois également d'associé. Et à en croire Riffaut, le consul lui aurait promis un tiers des découvertes ou un tiers de leur valeur, ce dont Riffaut ne verra probablement jamais la couleur. Il est assez peu heureux lorsqu'il se lance dans ses propres recherches au Fayoum ou dans le Delta. Pourtant, rentré en Europe, on s'étonne de la facilité avec laquelle il peut approcher les personnalités scientifiques ou politiques. Il dispose de ce qu'on appellerait aujourd'hui un excellent réseau qu'il doit sans aucun doute à son appartenance à une loge maçonnique. À défaut d'écrire correctement, il est probablement un bon parleur puisqu'il obtient des soutiens et davantage qu'on l'imagine. Il se persuade si bien ou se laisse persuader de l'importance et de la valeur de l'œuvre qu'il projette qu'il ne paraît plus connaître de limites. Je vous en donne un exemple. Alors qu'une épidémie de choléra menace Paris en 1832, il écrit aux plus hautes autorités sanitaires pour proposer ses observations faites en Égypte et en Nubie sur cette maladie. Plus grave, il reçoit un bon accueil. Alors, correspondant des ministères, des académies et autres institutions savantes, Riffaut a sans doute cru qu'il était une personnalité en vue, impression que son élévation au grade de chevalier de la Légion d'honneur a dû conforter, sans même qu'il prête attention aux restrictions polies que certains manifestaient à propos de ses travaux. On le sait, il ne parviendra jamais à boucler l'édition de son atlas et les volumes de textes sont restés lettres mortes. Ceci nous explique un progressif découragement, une aigreur et une rancune qui deviendra obsessionnelle à celui qui sera la cible privilégiée de la paranoïa de Riffaut. Je veux parler du consul Drovetti. Ce que ce portrait ne dit pas était que Riffaut était un très grand et très gros travailleur. La preuve nous en est maintenant fournie par la redécouverte et le catalogage de nouveaux documents d'archives au sein de la bibliothèque de Genève. Madame Sandre Barjon, en classant avec pertinence ces documents, a distingué plusieurs dossiers, papiers personnels, journaux des années 1824 et 1825 que Riffaut intitulait « Itinéraire », notes sur le Delta, le Fayoum, la Nubie, l'Égypte,
observations météorologiques, commentaires aux planches de son voyage, et par ordre croissant d'importance, nous avons les poissons, l'Antiquité, les costumes, les animaux et la botanique, notes sur Venise, notes sur la Hollande, la Belgique et la Suisse. Pour la seule Égypte, ce sont plus de 3700 folios nouveaux qui attendent les amateurs. Alors, il y a une première surprise, c'est que les manuscrits relatifs à l'Égypte sont rédigés dans un français très correct, tant du point de vue syntaxique que du point de vue orthographique. La seconde surprise, c'est qu'on n'y reconnaît pas du tout l'écriture de Riffaut, mais qu'il y a plusieurs mains qui interviennent dans ces dossiers. Je n'ai compté une dizaine, je vous montre les échantillons de 4 d'entre elles. Riffaut a donc eu recours à des rédacteurs, secrétaires ou écrivains publics, auxquels il leur a dicté ces textes en les priant de les mettre en forme. Par parenthèse, le contrat d'édition des tableaux qu'il a publié précisait que la mise en forme du texte serait laissée aux soins de l'éditeur. Cela signifie que, même s'il pleure misère à la fin de son existence, Riffaut a eu pendant des années des moyens suffisants pour poursuivre son œuvre et payer son personnel. Que nous apportent ces papiers ? La première certitude est qu'ils ne sont pas contemporains des faits et du séjour de Riffaut en Égypte, malgré parfois une extrême précision dans les dates qu'il donne avec le jour, la date, le mois, etc., ou certaines précisions techniques telles les dimensions de bâtiments ou d'objets. Mais l'auteur procède trop souvent par des flashbacks et ne suit pas une continuité chronologique, notamment dans ses itinéraires. Alors, a-t-il dicté de mémoire ou tenait-il son propre journal? La question reste ouverte. La seconde certitude est celle d'une certaine redondance. Les mêmes considérations ou les mêmes textes apparaissent dans des liasses et des volumes différents, comme s'il avait changé de projet sur l'exploitation de ces documents à plusieurs reprises. Ainsi, un volume est intitulé « Souche » et les propos qu'il contient se trouvent fréquemment biffés. On peut les redécouvrir par ailleurs dans d'autres manuscrits. L'ensemble est une suite de notes, de quelques lignes à quelques pages, développées ponctuellement sur un thème précis et généralement très bien documenté, plus technique que philosophique. La troisième certitude, mais qui est à vrai dire très subjective, est l'intérêt très inégal des textes. Il y a des remarques sur la vie quotidienne des fellahs, sur l'insurrection qui couvre en Égypte en 1824-1825, la description d'industries et de paysages, la qualité des eaux, les maladies, les observations archéologiques côtoient par exemple une très longue et pénible description d'un voyage qu'il fait en partant d'Alexandrie à travers le delta, où sur plus de 30 pages, on apprend les noms des villages orthographiés malheureusement phonétiquement par ce que dictait Riffaut. On sait que le village a un beau minaret et qu'il est entouré de cultures luxuriantes. Je n'ai pas compté le nombre de villages qu'on traverse ainsi, mais je peux vous assurer que cette lecture n'est pas la plus agréable que j'ai faite de ma vie. En ce qui concerne l'archéologie, et sans s'appesantir sur des expressions qui reviennent assez souvent, il conviendrait de faire des fouilles à tel ou tel endroit. On retiendra quelques propos plus développés de la part de Riffaut sur ses travaux à Awara, à Tel Basta, à Atribis, à Tanis, à Tel Mokadam ou à Kom El Ahmar, dont Yoyot nous avait introduit. Et s'il avait connu le rapport de Riffaut sur ce dernier site, Jean Yoyot aurait trouvé confirmation de son intuition sur la provenance du Naos de Leyde, acquis par l'intermédiaire du consul de Suède, Anastasie, puisque Riffaut précise « Parmi ces restes d'antiquité, il s'y découvrit 2 monolithes en granit rose dont le sommet était en forme pyramidale. Un de ces monolithes était d'une grande dimension et orné de toutes parts de caractères et de sujets hiéroglyphiques. Ce monument fut tiré de ce lieu en 1826 pour le compte de M. d'Anastase, consul de Suède, qui se trouve aujourd'hui au Musée royal de Suède. » Riffaut se trompe sur la destination, mais il venait en tout cas confirmer l'origine de ce monument. Plus ou moins développés, ces rapports ou propos rappellent la publication des fouilles de Kom Medinet El Fares,
tant par leur apparente précision que par la difficulté de se faire une idée précise des lieux et des installations, dès lors qu'on essaie de visualiser en 3 dimensions un texte purement littéraire qui nous précise en pieds, en ligne ou en pouces la largeur des murs, la dimension des pièces et la progression de ces fouilles. Les commentaires aux planches publiées nous manquaient, mais une large part d'entre eux sont retrouvés et certains peuvent être mis en relation avec les planches publiées. Je me limiterai aujourd'hui à l'Antiquité, mais c'est la série la plus pauvre par rapport aux notes d'histoire naturelle ou d'anthropologie, et je vais vous montrer 3 exemples qui vous montrera qu'on ne perd peut-être pas grand-chose à les avoir ignorés. Tout d'abord, le temple de Dacca. Voici le dessin qu'en donne Riffaut dans ses planches publiées, et nous pouvons lire le commentaire suivant. Façade du temple de Déké, l'orthographe varie à souhait selon les images. Sa largeur est de 31 pieds, sa hauteur de 19, la porte à 10 pieds de haut sur 5 de large, ornée de toutes parts d'hiéroglyphes. Je copiais celles qui étaient distantes, quelques-unes étaient effacées. Les 2 portes collatérales furent ouvertes après coup par les chrétiens. On voit qu'ils les coupèrent dans les panneaux hiéroglyphiques. Ensuite, ils bouchèrent celle à gauche avec des pierres dont il reste encore une partie sur base. Ce temple essuya les douceurs, je ne suis pas sûr de la lecture, de sa première destruction, et les chrétiens, en faisant une église, recouvrirent toutes les hiéroglyphes avec un mortier composé de limon du Nil et de la paille moulue, et peignèrent dessus divers saints dont on reconnaît encore leur ensemble et les restes de couleur. Au mieux, Riffaut nous prouve qu'il a pris quelques mesures et s'est autorisé quelques déductions sur la chronologie et l'occupation du site. Son point de vue sur la ronde bosse n'est guère plus instructif. Voilà l'horrible dessin des colosses, qu'il donne des colosses de ces bois, et on apprend que les 2 statues qui se trouvent devant, à l'avant du temple de Sabois, étaient placées parallèlement, une à chaque haie, je ne suis pas vraiment sûr de ma lecture, de l'allée. Elles sont en pierre de grès, elles ont 10 pieds de haut, 2 pieds à la base, formant en tout 12 pieds. Ces statues sont mutilées en diverses parties du corps. La planche indique dans l'état où elles se trouvaient en 1816. Non, hélas, Riffaut a reconstitué ce qu'il pensait nécessaire. L'allée du temple de Sabois était ornée de chaque côté de Sphinx, précédée par ces 2 colosses. Cette avenue et la situation où se trouve situé ce temple annonçaient la grandeur et la magnificence de ce peuple. Ces restes sont encore imposants lorsqu'on débouche cette gorge de désert et qu'on voit ce frontispice. Bien évidemment, ce n'est pas la Révolution. Et nous ne quittons guère la description topographique annoncée en passant avec des monuments épigraphiques. J'espère que la projection est correcte. Voici 2 stèles qui sont publiées. Et les renseignements que nous allons avoir de Riffaut vont... Oh, pardon, c'est là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on enlève ça en revanche, j'espère que... Oui. Les renseignements que nous donne Riffaut sont vraiment réduits à l'anecdote. Nous savons ainsi que ceci est un tableau en bois trouvé dans un hypogée de Gournak à Thèbes. Les hiéroglyphes étaient en mastic ainsi que les figures. Ce cadre avait 18 pouces de haut et 9 de large. Il fut trouvé par des Arabes du lieu en 1822, le tout peint en bleu, rouge et jaune sur un fond noir. Le travail de cet ouvrage semblait être réparé au crochet, le tout était très bien conservé. Nous avons au moins une date de découverte et une provenance. Nous aurons à peu près les mêmes renseignements avec cette stèle, tableau en granit rose, découvert à Gourna, dans un hypogée situé au sud du temple de Ménédet Abou, de 3 pieds de large et 4 pieds et demi de long, trouvé par les Fellahs en 1819. Ce bas-relief était en une conservation intacte lorsqu'il fut découvert, mais la maladresse de ces Arabes pour le retirer du lieu où il se trouvait le cassèrent en travers. Malgré cet accident, les 2 pierres se joignirent parfaitement ensemble. Voilà le type d'information qu'on peut avoir. Interrogeons-nous sur les sources de Riffaut. Donc, pour l'ensemble des documents, que ce soit les itinéraires ou les notes, Riffaut parle d'abord de sa propre expérience et de son vécu.
Il nous dit par exemple avoir rencontré Champollion peu avant sa mort, ce qui relève toujours de son réseau, et qui va me mettre sur une piste quand même importante, c'est qu'il est toujours en contact avec ceux qui travaillent sur l'Égypte ancienne ou moderne. Par exemple, à 2 reprises, il relève que parmi toutes les statues qu'il a découvertes, 8 d'entre elles ne figurent pas dans la description de l'Égypte. Ça veut dire qu'il y a eu accès, ou on lui a raconté, mais enfin, au moins il a cette information. Il y a un peu plus grave. Lorsque j'ai parcouru ces archives, je suis tombé sur un document assez étonnant où Riffaut dénonce le comportement ou l'ignorance des autochtones qui font subir toutes sortes de dégradations aux antiquités, et il se lance dans un long plaidoyer pour demander ou pour appeler les sociétés européennes à organiser des fouilles de façon à sauver ces monuments. Alors je vous ai cité une partie du texte qui est assez long, où il dit que les restes de Cher-Abadi, ceux d'Ashmonayn, ceux de Contralatopolis, les 2 petits temples d'El-Kab et l'Etia, etc., sont menacés de destruction. Je vous laisse peut-être prendre connaissance de ce document plus en détail. Mais ce cri du cœur de Riffaut me paraît fort intéressant parce qu'en fait, nous retrouvons sous la plume de Jean-François Champollion une lettre qu'il a adressée en novembre 1829 à Mehemet Ali, qui est publiée en 1833, où dans le même ordre d'apparition, je devrais presque dire de disparition de ces monuments, nous avons le cri d'alarme qui est lancé contre la destruction des monuments. Le seul petit hic assez amusant, pardon, je suis allé trop vite, le seul petit hic vraiment amusant, c'est que Champollion dit « depuis 1829, j'ai vu disparaître tout ça », Riffaut a changé la date, il a écrit « depuis 1819 », alors que certains monuments étaient encore debout, mais ça prouve qu'il a accès à des sources et que, en plus, bon, peut-être qu'il est plagiaire puisqu'il ne cite pas la source, mais malgré tout, ce n'est pas tout à fait un imbécile ou un inculte au point où le sentait Jean Yoyotte. Comme je l'ai déjà un peu souligné, l'Antiquité n'occupe qu'une place mineure dans l'ensemble de ces documents. Alors, je ne suis pas historien du XIXe siècle pour juger de la pertinence des témoignages de Riffaut, pas plus que je ne suis zoologue ou botaniste. Sur ce dernier chapitre, je suis tombé, mêlé à ces papiers Riffaut, sur une lettre de Pyrame de Candolle qui laisse entendre que les dessins des herbiers réalisés par Riffaut sont complètement à revoir et que les botanistes n'arrivent pas à s'y retrouver. Donc la qualité de son œuvre laisse à désirer, et il est probable que ces mêmes critères puissent également s'appliquer à ces planches de zoologie. Mais Riffaut est néanmoins un curieux, un patenté curieux, qui, rappelons-le, maîtrise oralement parfaitement l'arabe, même s'il ne sait pas l'écrire, et je pense qu'une grande quantité des documents qu'il nous donne sur la vie des Fellahs et de l'Égypte au XIXe siècle mérite qu'on s'y arrête un peu plus longtemps. Alors, tout récemment, peut-être au début de cette semaine, je me suis interrogé sur la date à partir de laquelle Riffaut ne disposait plus de secrétaire et où donc peut-être sa fortune commençait à diminuer. Je suis allé donc chercher les papiers plus tardifs qui pouvaient concerner le séjour à Venise, 1841-1842, et puis j'ai pris l'extrême, le séjour à Genève, et à ma grande surprise, j'ai vu qu'effectivement, à partir du moment où il est à Venise, en 1841, Riffaut reprend son écriture, sa syntaxe, son orthographe, son style. Néanmoins, ce qu'il nous dit de Venise sont des documents d'intérêt parce qu'il se penche à la fois, avec la même façon qu'il présente l'Égypte sous forme de courtes notes, sur l'économie, sur la géographie, sur la population, la vie culturelle, la qualité de l'eau, c'est une obsession chez lui, les monuments, la météo, des remarques d'orgue historique, les instituts, les sociétés savantes, le commerce, la religion, la faune, la campagne vénitienne. Tout ceci témoigne d'un homme véritablement curieux. Et in fine, j'ai été plus attentif sur ce qu'il a écrit à propos de Genève, ce qui représente une cinquantaine de folios, donc où Riffaut séjourne quelques mois en 1852. Alors j'ai d'abord été frappé par une chose, c'est la frivolité qu'il, en quelques lignes, prête aux femmes genevoises, qu'il qualifie de débauchées.
Pour des femmes calvinistes, c'est la première fois que je vois un tel jugement. Mais pour le reste, je n'ai rencontré qu'une et une seule approximation sur tout ce qu'il écrit à propos de Genève. Et cette approximation concerne la nationalité d'origine d'une célébrité qu'il croit française alors qu'elle est née suisse, mais peu importe. Mais qu'il s'agisse de la topographie, de l'urbanisme, de l'état d'esprit des différents quartiers de la ville, de l'actualité, des monuments, tout est parfaitement exact. Sa description de la cathédrale sur 3 pages montre qu'il connaît les styles. Il relève notamment les stalles florentines. Tous les Genevois ne savent pas le style des stalles de la cathédrale. Il mentionne également les célébrités qui ont vécu dans cette ville. Il recherche la maison natale de Rousseau. Il recherche la demeure de Calvin. Certes, il ne s'étend pas sur la théologie, ni sur la philosophie ou la politique de ses auteurs, mais il en a entendu parler et véritablement, il a l'air de s'y intéresser. Il cite les bibliothèques que nous pouvons rencontrer et leurs spécificités. Chez un tel, on trouve tel type de livre, il y en a telle quantité, il y a des manuscrits chez telle autre personne. Il cite même les musées. Alors, je ne me résiste pas à voir ce qu'il écrit du musée académique, où se trouvent peut-être des pièces qu'il avait lui-même trouvées. On visite aussi près de la Grande Rue le musée académique et le cabinet d'histoire naturelle, où sont aussi des collections géologiques et de minéraux de la Suisse, ainsi que des poissons des lacs de la Suisse, un éléphant. On a ensuite la salle des antiquités et de médailles, où se trouve aussi une momie et de petites antiquités égyptiennes, etc. Puis on passe à la collection d'anatomie. Il est bien possible que parmi ces pièces, une douzaine d'entre elles, Riffaut soit à l'origine de leur transfert à Genève, mais en tout cas, il ne les reconnaît pas. En fait, l'impression que j'ai en lisant ces papiers, c'est que Riffaut était en train de préparer ou serait en train de préparer un guide touristique pour le voyageur qui veut venir à Genève et qui présente la ville en une 50aine de pages. Mais j'insiste sur l'extrême précision de ces documents et je ne vois pas comment cet homme serait devenu soudain intelligent, précis et curieux en 1852 et qu'il ne l'aurait pas été une trentaine d'années plus tôt. Une autre chose qui m'a frappé, c'est l'esprit et le ton, alors je ne dirais pas enjoué, mais en tout cas positif de ces dernières pages, qui contrastent totalement avec toute la haine qu'il crache contre Drovetti et Belzoni dans ce qu'on peut appeler ses mémoires. Alors, faut-il imaginer une personnalité double ou au contraire estimer que les mémoires, ce qu'on appelle ces mémoires d'Égypte que connaissait Jean Yoyotte, dont la date précise de rédaction sont inconnues, pourraient correspondre à une phase de dépression très sévère dont Riffaut se serait affranchi par une résilience exceptionnelle? J'en sais rien, mais il y a là quelque chose qui ne fonctionne plus du tout dans le portrait du personnage. Alors, en guise de conclusion, notre regard sur Riffaut est incontestablement biaisé par le fait que nous sommes réunis dans un colloque archéologique. Mais hormis son délire à l'encontre de Drovetti, il faut bien nous accorder sur le fait que Riffaut ne consacre à l'Antiquité qu'une faible part de son projet. Peut-être était-ce d'ailleurs la part la plus commerciale aux yeux de ses potentiels souscripteurs. Et je crains que les appréciations sur la botanique, sur la zoologie, rejoignent peut-être celles sur l'Antiquité, mais il reste en tout cas, à part la météorologie, tous les témoignages sur l'actualité égyptienne des années 1820, ses considérations anthropologiques, son militantisme en faveur des fellahs, contre l'oppression de Méhémet Ali, de ses sbires et de ses acolytes, au nombre desquels il faudrait peut-être ranger, sans trop risquer de mésinterpréter les propos de Riffaut, quelques consuls. Pour reprendre quelques jugements de Jean Yoyotte, Riffaut ne fut pas toujours misérable. Il n'est certainement pas inculte, quoique quasi-illettré. Sa curiosité paraît sans limite. Sa mémoire, sa soif de savoir, mais surtout son désir de communiquer ses expériences font finalement de lui un précurseur. Par sa force de travail, il s'est cru, à tort, un savant, mais il était d'abord un vulgarisateur, certes parfois un peu orgueilleux, et ensuite surtout un témoin privilégié. Je crois que son erreur fut de s'adresser aux grands de ce monde, même s'il est vrai qu'à cette époque, il n'aurait peut-être pas eu beaucoup
le succès auprès des plus petits. Alors, fiefé menteur, ajoutait Jean Yoyotte, non, en Égypte, il est peut-être un peu confus, plus que menteur, mais je n'arrive pas à le prendre en défaut lorsqu'il parle de Genève. Et je pense qu'aujourd'hui, après ce bref séjour que j'ai fait dans ses archives, je suis persuadé que s'il avait mêlé sa vie, en la romançant légèrement, et ses découvertes des civilisations exotiques, anciennes et modernes, il aurait été l'homme le plus choyé et le plus précieux pour tous les éditeurs qui auraient fait beaucoup de beurre avec son argent. Je vous remercie.